Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Optimiser l'efficience de l'irrigation via l'agriculture de précision à l'échelle de la parcelle, qui est le huitième d'une collection de webinaires organisée dans le cadre du projet Climavège. Je suis Henri Prelon, je travaille à Végépolis Valais et nous sommes chefs de file de ce projet. Je tiens avant tout à remercier Maëlle de Priester du CDDL qui a coordonné ces travaux, les partenaires de cette action, dont vous pouvez voir les logos sur cette diapo, ainsi que nos trois intervenantes, Maëlle, Juliette Lallemand du CDDL également, et Roman Elec de l'entreprise Winat. Je vais rapidement vous rappeler les modalités pratiques de fonctionnement sur la diapo suivante d'une visioconférence, mais je pense que nous sommes bien habitués maintenant. Mais merci à vous de couper vos micros et caméras. Et je signale que ce webinaire sera enregistré et donc du coup disponible en replay dans les prochains jours. Pour revenir au projet Climavège, Climavège est l'association de deux mots, climat et végétal. Il porte sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. Et c'est un projet qui a démarré en février 2021 pour une durée de 4 années. Il comprend 24 actions de recherche et d'expérimentation et implique 80 partenaires. C'est un projet qui est cofinancé par les partenaires des deux régions, le Conseil régional des Pays de la Loire d'une part et le Conseil régional de Bretagne, accompagné de l'ADEME d'autre part. Toutes les actions du projet Climavège sont articulées autour du triptyque eau, sol, plante et sont de nature très différente. On trouve à la fois des projets, des travaux de recherche, de l'expérimentation, comme il va pouvoir nous être présenté lors de ce webinaire, et également des ateliers participatifs de co-construction de stratégies sur différentes thématiques. Vous l'aurez compris, ces travaux se terminent, le projet se termine. C'est la raison pour laquelle cette collection de webinaires est organisée, permettant ainsi aux pilotes d'action, accompagnés de leurs partenaires, de vous présenter les résultats acquis pendant ces 4 années. Je vais maintenant laisser la parole à Maëlle pour l'animation du webinaire et vous présenter le déroulement de ces interventions. N'hésitez pas tout au long de ces présentations à poser vos questions via le chat. Il y aura un temps en fin de webinaire pour prendre ces questions via le chat et les relayer. Je les relayerai aux intervenantes de manière à pouvoir avoir un temps de questions-réponses plus en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas. Bon webinaire à tous. Maëlle, laisse la Merci. parole. Super, merci beaucoup Henri pour l'introduction. Donc, nous allons passer une heure à faire un point un peu sur les leviers d'optimisation. Nous avons travaillé sur 3 leviers mobilisables pour les agriculteurs. Ces 3 leviers, ce sont les sondes comme outils permettant de connaître l'état hydrique du sol, un levier sur l'efficience de l'irrigation et notamment l'efficience du système d'irrigation au travers des essais goutte à goutte et un essai sur divers outils de pilotage et d'outils d'aide à la décision. Donc, je vais laisser Romane présenter la partie qui concerne plutôt les sondes. Je te donne le contrôle. Oh, alors on attend. Ok, c'est bon, c'est parti. Il y a un petit décalage. Voilà, c'est bon, c'est parti. Donc bonjour à tous, Romane Elec, ingénieur agro et en charge du secteur Grand Ouest chez Winat. Donc je suis là pour vous parler des sondes capacitives. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'entreprise de manière assez succincte avec quelques chiffres clés. Et ensuite, je vous présenterai de manière plus en détail les sondes capacitives. Hop, c'est parti. Donc Winat est une entreprise nantaise qui a fêté ses 10 ans le mois dernier et qui est spécialisée dans la donnée agrométéo. On est aujourd'hui une soixantaine de personnes dans l'entreprise et on travaille avec 200 partenaires, que sont les coopératives, les négoces, les syndicats viticoles, les instituts techniques, par exemple. On a 2 axes de travail chez Winat. Le premier axe, c'est la partie capteur, que vous connaissez peut-être déjà, avec la station météo comme premier outil développé en 2014. Dès 2015, on s'est orienté sur le pilotage de l'irrigation, avec les sondes tensiométriques connectées. Et actuellement, 30 000 capteurs sont implantés en France et également en Espagne et en Allemagne. Le second axe, c'est la partie data,
qui résulte de l'acquisition de Weather Mesure en 2021 et qui a permis de développer notre technologie MétéoVision, qui est de la météo spatialisée au kilomètre carré heure par heure. Et c'est cette donnée, par exemple, qui alimente les BSV des champs d'agriculture cette année. De la même manière que nous avons développé MétéoVision, aujourd'hui nous travaillons sur un grand projet d'innovation qui s'appelle Météoria et qui vise à obtenir une évaluation globale de la teneur en eau sur la zone racinaire au kilomètre carré sur l'ensemble du continent européen. Capteurs plus data, et nous voilà à 30 000 utilisateurs, 1 milliard de points de données traités par jour et une gamme complète de capteurs connectés à une application mobile. Hop, ça bascule. Nos capteurs sont fabriqués à Saint-Herblain, à côté de Nantes, et ils répondent tous aux mêmes critères, facile d'installation et d'utilisation, robuste et durable. Chaque capteur est autonome avec son boîtier, comme on peut voir sur la photo de la... Mince, on doit arriver. Comme on peut voir sur la photo de la station météo, ce boîtier contient une carte électronique, une batterie qui dure de 3 à 5 ans et l'antenne pour l'émission des données. Les données sont mesurées puis envoyées sur l'application toutes les 30 minutes via des ondes bas débit, Sigfox ou LoRa pour ceux qui connaissent. Et l'objectif de ces outils connectés, c'est d'avoir de la donnée ultra localisée, précise et instantanée. Donc là, par exemple, dans le cas de la station météo pour la protection des cultures, ou dans le cas des sondes capacitives pour le suivi de l'état hydrique des sols. Donc une transition toute trouvée pour passer sur les sondes capacitives. Donc les sondes capacitives, ça permet de savoir exactement ce qu'il se passe dans les sols à un instant T et de pouvoir suivre donc l'état hydrique dans le sol, planifier les irrigations et ajuster les apports en fonction des besoins réels des cultures. Chaque sonde, donc disponible en 30 ou 60 cm, est équipée de capteurs tous les 10 cm, ce qui permet d'obtenir une vision de ce qu'il se passe à différentes profondeurs et donc de visualiser l'ensemble de votre profil racinaire avec une seule sonde. Concrètement, les sondes capacitives mesurent teneur en eau volumique en pourcentage et la température du sol. Hop. J'ai tendance à... Hop. Donc, comment fonctionne une sonde capacitive? La sonde capacitive mesure une plage de fréquence à partir de la permittivité diélectrique du sol. Donc la sonde, elle déploie un champ électromagnétique autour de ses capteurs, donc 3 ou 6 capteurs selon la profondeur de la sonde capacitive. Et ce champ est plus ou moins perturbé selon les constituants du sol, particules minérales, eau, air. Donc par exemple, l'air perturbe très peu ce champ, tandis que l'eau le perturbe beaucoup. Et en mesurant les perturbations du champ électromagnétique, la sonde est donc capable de déterminer la plage de fréquence. L'étape suivante, c'est de traduire cette donnée brute en une mesure facile à interpréter, puisqu'un champ électromagnétique, c'est pas forcément le plus parlant pour la vie quotidienne. Et donc pour cela, on utilise une équation de calibration. Qu'est-ce qu'une équation de calibration? Donc les composants minéraux, la porosité des sols étant différents, la sonde capacitive réagit différemment d'un sol à l'autre. Et donc, il est nécessaire d'appliquer une équation de calibration spécifiquement adaptée au type de sol. Donc, il faut bien connaître la texture de son sol pour avoir ensuite une mesure correcte qui soit affichée. Les mesures de la sonde capacitive sont exprimées en pourcentage par horizon et on a également une moyenne à la parcelle. L'intérêt d'une sonde capacitive, c'est de visualiser l'écoulement de l'eau dans le sol. Ça permet également d'apprécier la porosité ou la compaction du sol par horizon et d'identifier éventuellement des problèmes agronomiques, croûte de battance, semelles de labour, etc. Et on peut aussi déterminer la capacité au champ et le bas de la RFU avec la sonde capacitive, en parallèle avec des observations terrain. Toujours pareil, ça n'enlève en rien le contrôle, l'observation physique. Ça vient en complément. Hop. Et donc, les données mesurées par les sondes capacitives sont ensuite retranscrites sur l'application WINAT, sur laquelle donc, vous avez les données relevées en temps réel, plus l'historique illimité. Et vous pouvez vous paramétrer des alertes pour en cas de changement de seuil. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur les seuils. Donc là, j'ai pris une capture d'écran. On est du 1er avril au 1er octobre 2024 sur une culture de kiwi. Pas de légumes, désolé. Et vous avez sur le côté à droite le type de sol, donc argile limoneuse, et on voit bien l'équation de calibration d'afficher argile limoneuse.
Pour compléter les données mesurées par les sondes capacitives, on a d'autres données qui viennent en complément et qui permettent d'interpréter justement ces données mesurées, que sont les cumuls de pluie. Donc les cumuls de pluie, on les a affichés avec les bâtonnets bleus sur la période donnée. Et on a également le cumul affiché en haut du graphique. On a également les irrigations. Donc là, c'est des bâtonnets orange, avec le pareil, de la même manière, les cumuls qui sont affichés en haut. Donc là, pour le coup, les irrigations, c'est à renseigner par l'utilisateur, tandis que le cumul de pluie, c'est renseigné automatiquement. Soit c'est de la donnée qui est mesurée par une station météo, soit c'est de la donnée calculée, donc de la météo spatialisée. On a également l'ETP qui peut être pris en compte pour l'interprétation des données, donc l'ETP données calculées. Et ensuite, on a les fameux seuils dont je parlais tout à l'heure qui peuvent permettre de créer des alertes sur chaque compte pour chaque utilisateur. Donc, à partir des sondes et du type de sol, l'application indique si vous êtes en situation de saturation, confort, vigilance ou stress hydrique. C'est des seuils qui sont prédéfinis donc selon le type de sol, mais qui peuvent être paramétrés par l'utilisateur selon la durée de son irrigation, de ses objectifs techniques, de ses moyens humains et matériels. Pour le coup, c'est des seuils qui sont à prendre en main par l'utilisateur pour mieux optimiser l'utilisation de la sonde capacitive. Pour les valeurs, donc là on a les 6 courbes qui sont affichées, c'est pas tant la valeur absolue qu'on cherche à regarder, c'est plutôt la tendance de la courbe. On cherche à avoir une courbe relativement stable et non pas avoir une chute drastique. Pour information, ça je l'ai pas précisé, lorsque la sonde elle est dans l'eau, la teneur en eau volumique est de 100% et inversement, quand elle est dans l'air, elle est de 0%. Mais une sonde capacitive ne va jamais fluctuer de 0, de 10 à 90 dans des conditions réelles. On reste souvent compris, là dans le cas, on est compris entre 19 et 27%, ce qui est relativement représentatif des différentes mesures qu'on peut avoir avec des sondes capacitives. Et à chaque fois, ça me fait le coup d'aller trop vite. Et donc, pour finir sur les sondes capacitives, une petite diapo pour réussir l'installation de la sonde capacitive. Pour avoir des mesures fiables, il faut correctement installer ces sondes et c'est l'étape la plus importante pour optimiser l'utilisation de la sonde capacitive. Donc, pour installer une sonde capacitive, je fais un trou à l'intérieur, un peu d'eau, je mets ma sonde capacitive à l'intérieur, un trou à l'intérieur avec de la bonne dimension et j'installe ensuite ma sonde capacitive. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'amorçage ni de dérive. La sonde, elle est opérationnelle immédiatement et les mesures restent fiables sur la durée. Après, en complément, il y a quelques conseils qui viennent assurer une bonne installation de la sonde capacitive. Le premier conseil, c'est de choisir un sol qui est représentatif, que ce soit en termes de texture du sol et de travail du sol. De la même manière, choisir une végétation qui soit représentative, donc en prenant en compte variété, stade de culture, densité, état sanitaire. Et on conseille, comme pour beaucoup d'autres outils, d'éviter les bordures de champs. Le troisième conseil, c'est d'identifier une zone d'irrigation moyenne. Donc la zone suivie doit être représentative du reste des parcelles irriguées. Donc on choisit une zone qui se situe dans la moyenne des doses délivrées par le système d'irrigation. Et l'idée, c'est de placer de préférence la sonde sur la première parcelle irriguée. Donc là, c'est vraiment un conseil qui est très typique en grande culture où on a des parcelles qui sont relativement étendues et on sait qu'on irrigue beaucoup avec un tour d'eau. Mais dans l'idée, ça reste de raisonner de cette manière avec capteur sur la première parcelle irriguée. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'adapter l'installation selon le système d'irrigation. Et dans le cas d'une irrigation goutte à goutte, c'est de veiller à bien installer la sonde en périphérie de la zone d'influence du goutteur, à mi-chemin entre ce dernier et le rang. L'intérêt est de se placer en périphérie de la zone d'influence du goutteur, et de suivre les variations de dimension du bulbe humide. Et donc, selon la texture de sol, on est plus ou moins proche du goutteur et c'est à prendre en compte lors de l'installation. Si on est trop proche du goutteur, forcément, on va avoir une tendance à être dans une zone tout le temps de saturation et à contrario, si on est trop loin, mais forcément, on n'a pas non plus une représentativité exacte. Voilà. Je redonne la main à Maëlle et Juliette pour la suite de la présentation.
Merci Romane. Moi, je vais poursuivre justement donc parfaite transition avec les essais goutte à goutte qu'on a pu mener pendant 3 ans. Donc, je vais hop, y arriver. Voilà. Donc, c'est dans le cadre du programme d'expérimentation Climatage, c'est le CDDL qui porte l'expérimentation au niveau enfin, chez les producteurs et sur le Maine-et-Loire. Donc, le CDDL, c'est une association de maraîchers qui était historiquement à vocation d'accompagnement technique de la profession, qui a évolué récemment avec le fait de porter l'expérimentation pour la filière maraîchère pour le compte des chambres d'agriculture, avec du coup une mise à disposition de salariés qui sont à la fois chambres d'agriculture des Pays de la Loire sur la partie conseil et CDDL sur la partie expérimentation. Donc nous sommes 10 conseillers répartis sur 3 départements, le, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Vendée, et les conseillers du Maine-et-Loire interviennent également sur la Mayenne et la Sarthe. Donc voilà pour l'association rapidement, et donc nous faisons tous ou presque à la fois du conseil et de l'expérimentation. Alors, euh, dans ce projet, l'efficience de l'irrigation, alors excusez-moi, je suis un peu malade, donc je vais faire de mon mieux ce matin. Elle dépend, entre autres, de 3 choses. Le système d'irrigation, c'est-à-dire qu'on a des systèmes qui sont plus ou moins performants, plus ou moins efficients. Donc, ce qu'on appelle l'efficience, c'est finalement, c'est la quantité d'eau nécessaire, c'est entre la quantité d'eau qu'on a apportée et la quantité d'eau qui a été réellement absorbée par la plante. Plus on est proche de 100%, plus on a un système qui est efficient. Donc, les systèmes d'irrigation ont des efficiences qui sont variables. Cette efficience, elle est forcément aussi liée au sol, c'est-à-dire que quand on a typiquement une croûte de battance, on va perdre en efficience d'irrigation parce qu'au moment où on va lancer une irrigation, l'eau va commencer par ruisseler sur le sol avant de s'infiltrer, donc on a des pertes à ce moment-là. Et puis les pratiques d'apport des producteurs vont également jouer sur cette efficience parce qu'ils vont jouer sur le sol, parce que selon les heures auxquelles on peut irriguer, on va avoir plus ou moins d'évaporation. Du point de vue des divers systèmes d'irrigation, on va avoir donc des efficiences qui sont liées au système et à la façon dont il fonctionne. Avec voilà, le moins efficient, le plus pratique et le moins cher, c'est l'enrouleur qui est encore pas mal utilisé sur les grandes parcelles de production légumière, qui n'est pas automatisable, mais qui est facile d'entretien. Euh, le quadrillage, on commence à améliorer l'efficience de l'irrigation, mais on a encore des pertes liées notamment à l'évaporation au moment de l'aspersion, au fait d'être emmené par le vent. On arrive sur quelque chose qui est automatisable, même si ça a un coût, mais qui donc permet aux producteurs de lancer l'irrigation, puis d'aller vaquer à ses tâches autres et de croiser les doigts pour que ça fonctionne et que ça s'arrête une fois que la fin a été programmée, avec une exigence d'entretien qui est relativement modérée. Et puis, on arrive sur les systèmes les plus efficients étant le goutte à goutte, qui est connu quand même depuis très longtemps, notamment sur toutes les cultures sous abri, avec des efficiences qui varient de 70 à 95%, mais des exigences d'entretien élevées pour avoir une bonne homogénéité de la répartition de l'eau. Il faut absolument s'assurer d'avoir une qualité de filtration, enfin une qualité de l'eau et donc une qualité de filtration qui soit irréprochable, une qualité de pression qui soit parfaitement ajustée aux besoins de la gaine et qui varie selon les types de gaines qu'on peut dérouler. Le goutte à goutte enterré a une efficience très légèrement supérieure, alors ça se voit pas là, doit être un petit peu très légèrement supérieure au goutte à goutte, du fait que en fait, un sol qui est humide va transpirer au même titre que la plante, et donc quand le goutte à goutte est enterré, on a un peu moins de pertes par évaporation du sol en lui-même. Euh, L'objectif de ces essais, en fait, sur le Maine-et-Loire, on est dans une zone où on est très régulièrement en restriction d'irrigation, où historiquement il n'y avait pas de dérogation liée à la pratique maraîchère, c'est-à-dire que même si on ne sait pas faire de légumes sans eau, quand il y avait restriction d'irrigation, qu'on soit producteur de légumes, producteur de maïs ou producteur de semences, on était à peu près tous à la même enseigne en termes de restrictions. Euh, et donc les producteurs étaient très intéressés par la technique du goutte à goutte qui, elle,
d'une part, pouvait amener à dérogation sur les irrigations et surtout permettait quand même de réduire les besoins en eau pour les cultures. Donc c'est une technique qui en soi est connue, qui est maîtrisée sous abri. La problématique qu'on avait, c'est que les cultures de plein champ sont des cultures qui sont binées et qui sont récoltées mécaniquement pour partie, ce qui donc peut être gênant. Enfin, du coup, les gaines peuvent gêner les opérations culturales. Donc l'idée, c'était d'enterrer ces gaines. C'était déjà de valider qu'on avait bien une faisabilité technique, que les cultures de plein champ répondaient bien à ce type de changement de mode d'irrigation, même si a priori il n'y avait pas de raison. On a préféré le valider sur une première année et ensuite d'essayer d'enterrer les gaines pour pouvoir réaliser toutes les opérations d'entretien culturel et vérifier si on pouvait les enlever facilement avant la récolte mécanique des céleris. Donc, c'est des essais qui ont été menés en partenariat avec Rivulis et TPI sur le côté réseau d'irrigation, parce que le producteur chez qui on était ne fait pas de légumes irrigués en goutte à goutte, donc il fallait réadapter son système d'irrigation. L'avantage étant qu'on était sur des petites parcelles avec un réseau déjà plutôt à basse pression, donc c'était plus facile. Donc, la société AMDS, AMDS est une entreprise qui fabrique des machines. Sur le 44, le poireau primeur est beaucoup fait en goutte à goutte. Donc, il y avait déjà des machines qui existaient pour dérouler les gaines sur des grandes surfaces. Donc, c'est celle que vous voyez là sur la photo. Et la société AMDS l'avait légèrement améliorée sur demande déjà de quelques producteurs qui souhaitaient pouvoir enterrer les gaines. Donc, vous voyez ce que ça donne sur la photo qui est en bas à droite. Alors, sur la première année, on avait un petit problème. La machine n'avait pas de jauge, donc on ne pouvait pas s'assurer de la profondeur à laquelle les gaines étaient enterrées. Donc, par moment, elles étaient à 10 cm et des fois, elles étaient affleurantes, ce qui a été un peu gênant sur la première opération de binage du producteur. La machine a été adaptée depuis et ça s'est mieux passé en 2024 et elle a encore été améliorée cette année. Le producteur souhaitait qu'on teste deux choses. Par sécurité, il préférait qu'on mette une gaine par rang pour être sûr que ces céleris, étant extrêmement gourmands en eau, aient la quantité d'eau qu'il leur fallait. Mais au vu du coût que ça représente, l'idée était aussi de tester de dérouler deux gaines sur 3 rangs pour essayer du coup de diminuer d'un tiers la longueur de gaine déroulée. Donc sur les essais avec deux gaines sur 3 rangs, on avait un très net effet vraiment c'était visuel la différence entre le rang du milieu qui du coup recevait plus d'eau et les deux rangs de bordure et vous voyez on a une différence de poids qui est pas négligeable entre les deux rangs. Alors c'était lié au fait que les gaines étaient vraiment au milieu des rangs, on était dans une parcelle qui était relativement sableuse où l'eau avait quand même du mal, on n'avait pas un bulbe d'irrigation qui était très large. Donc, ce qui fait que les rangs de bordure ont reçu quand même moins d'eau que les rangs du milieu. Donc, le fait de dérouler une gaine par an, ça sécurise quand même l'homogénéité de la production pour un producteur. Et on peut mettre 2 gaines pour 3 rangs. Il y a des producteurs qui le font, mais ça demande du coup de déporter les gaines un peu plus près des rangs extérieurs par rapport aux rangs du milieu pour pour rééquilibrer un peu les apports d'eau. Sauf que là, du coup, ça demande vraiment de connaître son sol et de faire finalement différents essais parce que selon les types de sol, il faudra mettre la gaine plus ou moins près de ces rangs extérieurs. Donc là, du coup, c'est un peu par apprentissage, essai-erreur, quand les producteurs vont pouvoir ajuster le positionnement des gaines de façon optimale par rapport à leur sol et à la culture. Par rapport à la question du retrait des gaines, aucun problème. Le producteur les a tout simplement retirées en les enroulant sur un treuil et enterrés. Bon, on est sur un sol sableux, on est sur des sols légers sur le Maine-et-Loire de façon générale. Et voilà, juste en les réenroulant comme ça, en passant par-dessus les planches, ça s'est retiré très bien sur les 2 années d'expérimentation qu'on a pu faire avec de la gaine enterrée. Donc, ce qui permet derrière de passer une récolteuse à céleri sans problème. Alors, quels impacts sur la culture? Donc, on a fait l'essai sur 3 années, donc 2022, où on a eu bien chaud, bien sec. 2023, où on a eu par moments très chaud, puis par moments pas chaud, avec des beaux orages.
Pour info, quand on a déroulé les gaines en 2023, on a pris 70 millimètres dans la semaine, ce qui a raviné le sol juste au niveau juste à l'endroit où les gaines venaient d'être déroulées, parce voilà, on a déroulé et c'est tombé dans la nuit. Donc voilà, c'était magique. Et 2024, où globalement, on n'a quand même pas tant arrosé que ça, parce que le ciel s'en est beaucoup chargé. Mine de rien, on a des pertes de rendement entre la parcelle témoin qui est en aspersion et la parcelle en goutte à goutte qui ne sont pas négligeables, puisqu'on est entre 15 et 30% en 2024. Quand on observe les sondes capacitives qui étaient installées dans les parcelles, on observe qu'on a eu des stress hydriques ponctuels, mais qui sont probablement intervenus à des moments qui étaient qui étaient assez cruciaux dans l'élaboration du rendement par la plante. Après, malgré ces baisses de rendement, enfin, quand vous voyez le rendement 2024, en goutte à goutte, on est quand même à 1,5 kg par tête de céleri, ça fait déjà des beaux bébés, 2 kilos dans le témoin. Le producteur était quand même ravi de son essai goutte à goutte et n'a qu'une idée en tête, c'est de recommencer sur plus grand parce que on a une parcelle qui était extrêmement homogène, que sur l'apport d'engrais, du coup, on était en fertilisation, donc on a eu un apport d'engrais qui était continu et qui était localisé. En 2022, on avait beaucoup moins d'herbes dans la parcelle en goutte à goutte par rapport aux parcelles en aspersion, où, étant donné les chaleurs, l'aspersion tournait beaucoup et on a fait lever beaucoup d'herbes, alors que dans le goutte à goutte, finalement, le goutte à goutte tournait beaucoup aussi, mais on avait une surface de sol qui était beaucoup plus sèche. Donc, voilà, le producteur est quand même, malgré les pertes de rendement, extrêmement satisfait des essais qu'il a pu mener chez lui et souhaite recommencer, ce qui pour nous est un indicateur de réussite. Si on regarde l'impact sur les volumes d'irrigation, donc en 2022, c'était un peu compliqué d'évaluer parce qu'on était sur une toute petite parcelle d'essai qui était juste à côté du hangar comparé à ces grandes parcelles de, de production. Lui, il avait mis un petit compteur et du coup, il estimait qu'on était à peu près sur environ 30% d'économie d'eau. En 2023, on est de l'ordre de 22% d'économie, enfin de 34% d'économie. En 2024, pas d'économie, probablement lié au positionnement. Enfin, on était sur une parcelle qui était extrêmement sableuse et caillouteuse pour être sûr de bien drainer. Et donc, le producteur avait très peur du stress hydrique, d'une part. On a eu un problème sur l'automatisation, grand classique, ce qui fait que les gaines ont tourné 24 heures de suite. Bon, ben voilà, après, sur un sol hyper sableux, faut le temps, ça demande un peu de temps, des fois, de s'en apercevoir. Donc voilà, on a eu deux biais de ce type-là sur l'irrigation. Et après, quand on regarde du coup l'efficience de l'irrigation au sens où, enfin, combien de litres d'eau il a fallu pour produire 1 kilo de céleri. Donc en 2022, on ne peut pas l'estimer puisqu'on n'a pas le volume apporté. Sur 2023, on économise 22% d'eau pour produire la même quantité de céleri. Et en 2024, pour le coup, étant donné la perte de rendement et le faible écart dans la quantité d'eau, pour le coup, on n'est absolument pas efficient. Donc voilà un peu ce que nous on a constaté sur les essais qui ont été menés dans le cadre de Climavège et qui vont dans le même sens que ce qu'on avait constaté déjà sur des essais qu'on avait menés auparavant, non pas sur céleri et dans le cadre d'un autre projet qui s'appelait Lego, euh, sur Panay, où on avait les mêmes on avait les mêmes volumes économisés en eau et les mêmes gains d'efficience par rapport à la productivité de la parcelle. Donc voilà, globalement, pour conclure sur ces essais, on a rencontré quelques problèmes sur la mécanisation de l'installation des gaines en 2023, notamment sur la profondeur à laquelle elles étaient enterrées, ce qui a été très gênant pour le binage des parcelles et le producteur a fini par faire l'entretien à la main. Alors, sachant qu'on était dans une parcelle en conventionnel, donc il y avait eu un désherbant fait à la plantation. Il ne faut pas oublier que irriguer au goutte à goutte, eh ben, c'est comme réapprendre à marcher. Ça se raisonne pas du tout de la même façon qu'une irrigation par aspersion, parce que on n'arrose pas, on se dit pas, on a 5 mm de TP, ben, je vais compenser de 5 mm. Enfin, si, mais dans ce cas, il faut faire la conversion de la surface réellement irriguée sur la parcelle. Ça demande un réapprentissage, une réappropriation de la façon dont, de l'adéquation entre le réseau d'irrigation, les quantités d'eau qu'on met, la réponse de la culture. Et donc, ça demande finalement de réapprendre un peu tout ça. Donc, ça demande un accompagnement du producteur. Et puis, on a quelques interrogations. Ça s'est bien passé en 2022, mais mine de rien,
L'irrigation localisée crée des ambiances qui sont beaucoup plus sèches en parcelle, donc c'est chouette quand on est sur des années asepto, sur des années extrêmement sèches. Est-ce que ça ne serait pas préjudiciable au feuillage sur certaines cultures de ne jamais avoir cette humectation liée à l'aspersion qui permet aussi quand même, mine de rien, bah, de rafraîchir, de remettre un peu d'hygrométrie et d'apporter du confort à la plante. Donc voilà pour cette partie-là. Et je vais laisser la parole à Juliette plutôt sur la partie du coup pilotage, puisque c'est elle qui, sur les essais goutte à goutte, assurait le pilotage des apports pour le producteur. Voilà, donc oui, merci. Donc, Juliette Lallemand, donc pour le CDDL, moi je fais beaucoup d'expérimentation, alors sur tout sujet, mais du coup principalement sur l'irrigation. Et en l'occurrence, un de mes essais, c'était de tester plusieurs outils d'aide à la décision, et donc qui m'ont notamment permis de piloter la culture de céleri au goutte à goutte, ce qui n'a pas vraiment été un succès cet été parce que le producteur avait peur. Mais voilà, c'est quand même l'idée. Et puis c'est tout, c'était un test pour voir aussi justement le ressenti du producteur par rapport à ça. Alors, déjà, je vais juste vous expliquer qu'est-ce que j'entends moi par outil d'aide à la décision. On n'a pas forcément tous la même décision. Pour moi, un outil d'aide à la décision pour piloter l'irrigation, il va permettre, à partir de plusieurs mesures ou données, de préconiser une dose d'irrigation à apporter pour une période donnée. Voilà. Donc, on a plusieurs outils de mesure possibles. Donc, par exemple, une tarière, basiquement, hein, ça permet de mesurer à l'œil, on va dire, l'humidité du sol en surface et à tant de centimètres de profondeur. Là, la mienne a fait 25. On a du coup les tensiomètres, les sondes capacitives, comme l'expliquait Roman tout à l'heure. Conditions climatiques à un instant donné. Voilà, il y en a d'autres, hein, mais c'est principalement les sondes capacitives et les stations météo, moi, que j'ai utilisées pour tester plusieurs outils d'aide à la décision. Donc assez classiquement, j'ai testé un bilan hydrique simple, classique, où je prends les données météo, donc les ETP, à partir de ma culture, pardon, je calcule les besoins en eau à chaque stade de développement et ça me sort un besoin en eau de la culture théorique, voilà, par semaine. J'ai aussi utilisé l'outil Netiri, qui est également un bilan hydrique, mais beaucoup plus perfectionné. On en reparlera tout à l'heure. Et enfin, j'ai utilisé la sonde capacitive. Donc, j'ai créé un outil qui permet, à partir des mesures de la sonde capacitive, de me sortir en fait une dose d'irrigation par semaine. Voilà. Donc pour chaque OAD, je vous ai fait un petit tableau des données nécessaires au calcul de la dose d'irrigation. Donc vous voyez que pour le bilan hydrique, on a besoin de beaucoup de choses. Coefficient cultural, le KC, donc de la culture. La profondeur d'enracinement, tout ce qui est ETP, données climatiques de la semaine précédente et données climatiques de la semaine à venir. Les irrigations à rentrer et aussi tout ce qui est donné du sol, donc la texture, déterminer le réservoir utile. Voilà. Netiri, qui est aussi un bilan hydrique, du coup, lui n'a besoin que des irrigations précédentes rentrées par l'utilisateur et aussi les données du sol. En fait, tout le reste est automatisé et calculé par les algorithmes et mis à jour très régulièrement, parce que les données météo sont actualisées tous les jours. Et pour la sonde capacitive, on aura quand même besoin du coefficient cultural et des conditions climatiques à venir et aussi des données du sol. Mais en fait, on va considérer que la sonde capacitive en fait, prend déjà en compte les irrigations. Comme elle donne la quantité d'eau dans le sol à un instant donné, on considère que les irrigations et les pluies sont déjà prises en compte lors de la mesure. Donc c'est ainsi que j'ai pu comparer les trois. Donc sur plusieurs cultures, je vous en présente trois aujourd'hui, deux en plein champ, une sous abri. Donc en plein champ. Je l'ai utilisé sur une culture de laitue et sur la fameuse culture de céleri goutte à goutte de 2024. Vous avez représenté en ordonnée la quantité d'eau en millimètres préconisée par les OAD pour les barres bleues et vraiment préconisée, donc par mois en gros, par les barres oranges.
En fait, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, là, sur les 2 cultures, on voit que le bilan hydrique classique donne toujours une dose excessive. Alors, certains m'ont dit que eux, en fait, le bilan hydrique marchait plutôt bien, ils ont été plutôt contents, voilà. Peut-être que dans la construction du bilan hydrique, voilà, on n'a pas la même construction. Moi, je l'ai fait sur un tableur automatisé. Voilà, il y a peut-être des petites différences. Cela dit, moi, peu importe la culture, peu importe la période, peu importe, enfin tout ce qu'on veut, moi, je trouve toujours que le bilan hydrique surestime largement les besoins en eau des cultures. Si on apportait, ce que me dit le bilan hydrique, les plantes seraient noyées. Donc voilà, vous voyez les différences. Netirrig, lui, pour le coup, alors Netirrig, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est plutôt un outil grande culture, mais ils ont commencé à faire des modèles en maraîchage, dont laitue et céleri. Mais du coup, voilà, c'est vrai que peut-être en maraîchage, les modèles sont adaptés. Pour le coup, lui, il considère plutôt des doses moindres que celles qu'on pourrait réellement apporter. Alors peut-être qu'aussi par sécurité, moi j'ai tendance à préconiser un peu plus, surtout qu'en céleri, voilà, le producteur avait un peu peur pour ses céleris. Mais on a quand même là 400 mm d'écart sur la culture de céleri entre la dose réellement préconisée et la dose Netirrig. Donc voilà. Et concernant la sonde, alors en céleri, on était plutôt pas mal. Par contre, en culture de laitue, la sonde a vraiment beaucoup surestimé, enfin beaucoup, tout est relatif, mais a vraiment surestimé la dose à apporter. Alors, moi ça me pose question, parce que les sondes capacitives sont plutôt fiables d'habitude. Je pense que c'est un problème de pose, parce que j'ai posé la sonde, le sol était détrempé et en fait, c'était du style les sables mouvants autour du Mont Saint-Michel. Donc, j'ai cru que j'allais pas en sortir. Donc, peut-être qu'il y a il y a un petit problème de pose. Donc voilà, certainement qu'il y avait de l'air en contact avec le capteur une fois que le sol s'est un peu séché, c'est un peu crispé, rétracté. Voilà. Et du coup, j'ai aussi testé les 3 OAD sous-abri. Donc là, en l'occurrence, c'est une culture de tomates. Encore une fois, on voit que le bilan hydrique est toujours trop élevé. Pour Netirrig, ce qu'il faut savoir, c'est que Netirrig est fait pour des cultures de plein champ et pas de sous-abri. Donc, c'est-à-dire que sur leur modèle de tomates sous-abri, ils ont un petit peu oublié de corriger le TP, qui est un petit peu plus faible, parce qu'on n'a pas de vent sous-abri, assez classiquement. Et aussi, bah, ils ont laissé la pluviométrie. Voilà. Donc, alors que sous-abri, il ne pleut pas. Donc la pluviométrie, je l'ai corrigée à la main, mais je pouvais pas corriger le TP. Cela dit, même avec tout ça, on a 125 mm en moins apporté, préconisé sur la culture par rapport à la dose réellement préconisée. Donc sur une culture de tomates de plus de 6 mois, 6-8 mois, c'est assez correct quand même comme écart. Et la sonde, elle, nous donne 80 mm en plus. Pareil, on a quand même un petit écart et qui est assez correct. Et donc, avec tout ça, j'ai fait un petit résumé avec mes impressions à moi, celles des producteurs, et puis voilà. Donc, en fait, on voit que le bilan hydrique, bon, selon mes essais, nos essais, il est vraiment pas fiable. En termes de praticité, bon, bah, ça reste un outil de calcul, en fait, où il faut saisir plein de données et bah, voilà, il faut calculer la dose à sortir. Ça dépend de la facilité d'utilisation des tableurs et des calculs. Mais en soi, c'est pas très pratique. Par contre, en coût, bah, ça coûte rien, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le gros avantage. Ça peut quand même donner une bonne idée, au moins pour démarrer une culture. Et puis pour se faire la main, pour se donner une idée des besoins en eau, et certains agriculteurs sont contents d'avoir ça pour démarrer et de connaître l'outil en tout cas. Netirrig qui est aussi le bilan hydrique perfectionné. En termes de fiabilité, en culture maraîchère, on est plus ou moins bien. Cela dit, testé en grande culture, il semble vraiment très bon. Les agriculteurs sont pas du tout choqués par ce qu'il dit et même agréablement satisfaits. Donc voilà, c'est pour le maraîchage là, la fiabilité. En termes de praticité, on est plutôt pas mal, parce que même si c'est un bilan hydrique, on a peu de données à rentrer finalement. Il faut savoir manipuler l'outil, mais
mais l'interface est assez, comment dire, intuitive. Et enfin, en termes de coût, donc c'est un petit coût, hein, donc ça donne un abonnement à l'année, mais cela dit, ça reste, les agriculteurs le trouvent acceptable pour ce que c'est, donc voilà, c'est pas gratuit, mais n'empêche que c'est pas grave. Et pour les sondes capacitives, donc là, en termes de fiabilité, on est plutôt très bien. Donc là, je parle surtout de toutes, pas seulement de cet essai-là cette année, mais de tous les essais de toutes les années et de toutes les prestations qu'on a pu faire avec des sondes capacitives, moi et mes collègues. En termes de praticité, par contre, bah voilà, comme disait Romane, il faut bien la poser, bien choisir l'endroit, bien la poser, ce que j'ai un peu mal fait sur la culture de laitue, du coup. Euh, et puis après, il faut savoir aussi utiliser l'interface. Donc ça, encore une fois, c'est des interfaces assez intuitives sur toutes les marques que je connais, mais n'empêche qu'il faut savoir manipuler. Et enfin, en termes de coût, par contre, voilà, on est un peu élevé en sonde capacitive, hein, ça monte très vite entre l'achat des capteurs, des antennes, et puis les abonnements pour accéder aux interfaces. Voilà. Du coup, pour finir sur nos essais au CDDL qu'on vous a présentés là, pour cette année, donc pour moi, donc, c'est l'importance de bien poser la sonde, hein. Encore une fois, je me répète. Éventuellement, là, j'aurais peut-être dû attendre de meilleures conditions sol climat pour poser ma sonde sur l'étui, mais bon, j'étais un petit peu prise par le temps, donc il fallait faire l'essai, mais bon, voilà. L'OAD sonde capacitive que j'ai utilisé est quand même assez juste depuis 2023 sur plusieurs cultures de plein champ. Netirig reste prometteur. Et puis, par contre, ce que je remarque, c'est surtout que le pilotage sous abri reste quand même assez compliqué parce qu'on voit qu'on a quand même des écarts. Netirig d'une part n'est pas adapté aux cultures sous abri encore. Et on a quand même des écarts avec la sonde capacitive qu'on n'a pas forcément en plein champ. Euh, voilà. Donc, en fait, on a un besoin de conforter encore ces outils d'aide à la décision pour les diffuser plus largement, donc notamment Netirig et les sondes capacitives, hein. Se pose du coup la question du pilotage sous abri. En fait, les trois OAD que je vous ai présentés, le problème c'est que sous abri, la composante principale de l'ETP, c'est plus le vent, mais le rayonnement. Et peut-être que du coup, les trois outils sont moins adaptés à ça. Et en fait, on est en parallèle sur un autre projet où un outil de calcul de besoin en eau avec un pyranomètre, donc qui mesure le rayonnement, est testé dans un autre projet qui s'appelle Solo, qui est aussi déposé avec la RELPAL. Voilà, donc on travaille sur ça pour le sous-abri, mais à continuer quand même de tester les sondes capacitives sous-abri. Juste une petite question de paramétrage et de pilotage. Ok, donc oui, voilà, pour conclure sur les perspectives liées, si on doit voilà, donner des perspectives suite à tout ce qui a pu être testé dans le cadre de Climabelge et des essais précédents, il y a quand même aussi un travail encore sur le positionnement des gaines au vu du surcoût que ça entraîne sur les coûts de production, histoire de pouvoir réduire à 2 gaines, enfin voilà, mettre du coup plutôt 2 gaines qu'une gaine par rang. Et puis, il y a tout un travail d'accompagnement des producteurs pour déployer cette technique chez des gens qui ne la connaissent pas forcément. Donc, si vous souhaitez nous contacter, si vous avez des questions, des interrogations et autres, n'hésitez pas. Nous serons toutes les trois très contentes de pouvoir vous répondre. Comme l'a dit Henri en début de présentation, donc ce webinaire sera rediffusé sur la plateforme VGPolice, donc avec le support que nous venons de vous présenter. Mais si vous avez besoin de plus de précision, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Est-ce que vous avez des questions?